Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change. On se retrouve chaque jour en direct à 17h si vous nous suivez à la télévision sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette émission, le bilan d'un mois d'août et le bilan d'un été qui a pu connaître un petit coup de chaud. Si vous avez gardé un œil sur les marchés, il ne vous a pas échappé que les premières séances du mois d'août ont été un petit peu agitées. Nous ferons le bilan de ce mois d'août et de cet été avec trois invités que nous retrouvons chaque mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel de Ports-en-Par Gestion, Jean-François Bay de Cantalis et Laurent Albi de Next Momentum qui seront avec nous pour nous apporter leurs différentes analyses à travers la dimension de flux, la dimension fondamentale ou encore la dimension technique et de momentum, décryptage donc de ces mouvements estivaux et ce qu'ils nous disent de la suite sur les marchés, bien sûr, dans un instant avec nos trois invités de fin de mois. Un mois qui aurait été positif quand même, notons-le, sur les actifs risqués et sur les actions mondiales en général, même plutôt un bon mois pour les actions européennes. Vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Gratel qui nous accompagne là aussi chaque jour dans Smart Bourse. On a marqué de nouveaux records encore aujourd'hui sur de nombreux indices européens. Le Stoxx 600 notamment marque un nouveau record historique aujourd'hui, avec sur le plan fondamental une dynamique de désinflation qui reste intacte. Nous avons eu différentes mesures d'inflation pour le mois d'août, pour le mois de juillet, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Là aussi, vous aurez le détail des chiffres dans un instant, mais retenez que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les différentes mesures d'inflation sont au plus bas depuis 3 ans, depuis 2021, et ouvrent la voie à un cycle de quelques baisses de taux au moins devant nous. Ce sera évidemment un des enjeux du mois de septembre avec les réunions de politique monétaire qui reprendront dans les prochains jours. Et puis, comme une fois par mois, nous recevons également l'économiste Michel Rumi pour un décryptage économique. Il sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Nous reviendrons sur le symposium de Jackson Hole, pas forcément pour décrypter le discours technique des banquiers centraux, mais pour comprendre à quoi servent ces grands rendez-vous de banquiers centraux et de banques centrales. Il y a le symposium de Jackson Hole pour la Fed, le symposium ou les rencontres de Sintra organisées depuis quelques années pour la Banque centrale européenne. À quoi servent ces rendez-vous? Réponse avec l'économiste Michel Rumi à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel qui nous accompagne. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Tendance positive aujourd'hui pour terminer cette séance, pour terminer cette semaine et pour terminer ce mois d'août. Oui, et cette séance était rythmée par la publication de nombreux indicateurs macro. Le CAC 40 tutoie d'ailleurs les 7700 points ce matin avant de redescendre un petit peu dans la journée. À noter aussi, le Stoxx 600 a atteint un niveau record au terme d'un mois qui aura finalement été positif pour les actions dans leur ensemble. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PCE américain pour le mois de juillet. L'inflation mesurée par cet indicateur ressort à 2,5% sur un an en juillet comme le mois précédent. Sur un mois, elle augmente de 0,2%. Le corps PCE hors énergie et alimentation s'établit, lui, à 2,6% sur un an, légèrement inférieur aux attentes et similaire au mois précédent. Et puis les investisseurs prenaient connaissance également des derniers chiffres d'inflation pour le mois d'août en zone euro. Oui, l'inflation globale en zone euro tombe à 2,2% sur un an en août, contre 2,6% le mois précédent. L'inflation cœur, elle, diminue légèrement à 2,8% sur un an. Au global, ces indicateurs atteignent leur plus bas niveau depuis 3 ans. Toujours en zone euro, les investisseurs ont aussi regardé le taux de chômage de juillet, qui recule à 6,4% contre 6,5% le mois précédent. Et puis plus spécifiquement encore concernant la France, les investisseurs ont pu digérer les chiffres d'inflation du mois d'août pour la France et une nouvelle estimation de la croissance pour le deuxième trimestre. Oui, l'inflation française en données harmonisées ressort à 2,2% sur un an en août, après 2,7% le mois précédent. Pour ce qui est du PIB français en seconde estimation, la croissance progresse de 0,2% sur le deuxième trimestre, un chiffre révisé à la baisse de 0,1 point par rapport à l'estimation initiale. En dehors de la macro, qu'est-ce qui a retenu votre attention aujourd'hui dans l'actualité, Pauline ? En France, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Belgrade, Dassault Aviation annonce la signature d'un contrat de vente de 12 Rafales
pour les forces armées serbes. Le titre est en hausse aujourd'hui. Aux États-Unis, Dell Technologies fait état de résultats meilleurs que prévus au deuxième trimestre, mais surtout relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, poussés par la forte demande sur ses serveurs alimentés par l'IA. Le titre ouvre en hausse de 3% à Wall Street. Enfin, qu'est-ce qui fera l'actualité des marchés la semaine prochaine ? La semaine prochaine sera rythmée par la publication des données d'emploi américaines, avec en point d'orgue la publication du rapport du marché du travail pour le mois d'août, du rapport du marché du travail pour le mois d'août vendredi prochain. Les investisseurs prendront aussi connaissance des enquêtes PMI définitives de la zone euro et des enquêtes ISM aux États-Unis pour la partie manufacturière et les services. Merci beaucoup Pauline. Pauline Grattel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Nos 3 invités qui viennent nous voir chaque fin de mois pour faire le bilan du mois écoulé, nous donner également des clés d'analyse pour la suite des événements à attendre sur les marchés. C'est le grand tableau de bord des marchés en compagnie de Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir messieurs. Jean-François Bell, le directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir messieurs. Et Laurent Albi, le responsable de Next Momentum, avec nous également. Bonsoir Laurent. Bonsoir également. Ravi de vous retrouver tous les trois. Commençons par la dynamique des flux qu'on a pu observer au cours de l'été. Vous avez fait le panachage juillet-août, c'est ça, Jean-François. On va voir les graphiques que vous nous avez apportés comme à chaque fois. Mais visiblement, en Europe, il y a eu quelques points d'entrée pour les investisseurs. C'est ça, il y a quelques signaux faibles, visiblement. Et les investisseurs sont revenus. On est sur des mois de collecte records. Il faut remonter à 3 ans en arrière pour avoir de tels montants nets de collecte sur les fonds européens. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait 3 ans qu'on vit un peu sur des flux de collecte un peu à tonnes, un marché à tonnes. On verra tout à l'heure dans le détail, mais 2022 a été un peu une rupture sur les marchés inflationnistes, hyperinflation. Donc il fallait tuer l'hyperinflation, whatever it takes, et ça a marché visiblement. Et donc les investisseurs sont rentrés dans un mode prudent. Et puis là, on voit effectivement les derniers grands chiffres de collecte qui dépassent les 70 milliards sur le mois, c'est 2021, c'est l'année vaccin, c'est l'année on repart et on réinvestit et l'économie se réouvre. Alors, je ne sais pas si l'hirondelle va faire le printemps et si c'est une tendance qui s'ouvre, mais effectivement, on a l'impression que les investisseurs ont compris que l'inflation passait au second plan, qu'on rentrait dans une phase où c'était plus la croissance qui posait question. Mais en tout cas, il y a une sorte d'effet domino qui commence à se mettre en place en faveur des fonds et on le verra aussi des classes d'actifs risqués. Donc il y a quelques signaux faibles sur les actions, sur l'Europe, sur les small caps qui est intéressant de disséquer. Ouais, spectaculaire, hein. Plus de 70 milliards effectivement d'euros de collecte sur les fonds distribués en Europe sur cet été juillet-août. Qu'est-ce qu'on peut dire justement dans le détail ? Quelles sont les classes d'actifs qui ont été les plus sollicitées, j'allais dire, par ces flux de collecte positifs ? Ouais, alors toutes les classes d'actifs profitent de cette collecte. C'est majoritairement toujours un environnement favorable au taux. On est sur des taux d'intérêt taux réels très élevés. Le monétaire rapporte encore beaucoup, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Si on commence à expliquer aux investisseurs que les taux vont peut-être baisser, vous vous intéressez aussi aux placements obligataires. On a parlé ensemble des fonds obligataires à échéance, etc. Donc c'est 26 milliards sur le monétaire. 22 milliards sur l'obligataire et toutes les classes d'actifs en profitent. L'année dernière, 2023, c'était sur l'ensemble de l'année beaucoup plus monétaire. Ah oui. Donc une tendance très forte sur l'investissement monétaire. Ouais. Donc on a un effet un peu domino, un effet de diffusion, je dirais, par capillarité, comme dirait notre président. Et donc vous avez par ruissellement. Et donc après le monétaire sur 2023, c'est plutôt l'obligataire sur 2024. Donc depuis le début de l'année, ça reste une année très forte sur l'obligataire. Et on voit même sur des emprunts d'État, des govies US qui en profitent. Et puis les actions aussi qui sont en 3e position et qui collectent pratiquement 20 milliards sur le mois, 20 milliards par mois. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Effectivement, on a donné le détail sur les actions, si vous voulez voir justement où sont allés ces 20 milliards. C'est intéressant dans la slide qui suit de voir justement quelles thématiques ont été jouées cet été. Alors,
quand on regarde les zones géographiques, ça reste encore très monde US. Il n'y a pas à trop se... Dans les flux actions, on ne peut pas dire que ce soit les actions européennes qui sont encore les grandes gagnantes. Oui, alors, inversement, les actions européennes sont toujours négatives depuis le début de l'année. Ça fait quand même plusieurs mois, c'est-à-dire depuis 2022, que les actions européennes sont en difficulté. Et j'allais dire, ne sont pas privilégiées. Délaissées, pour le moins. Donc c'est un peu la guerre en Ukraine qui est un peu l'élément déclencheur, on va dire. Et les investisseurs préférant la visibilité. Donc sur des investissements globalement en actions, on en a déjà parlé, qui sont plutôt neutres, voire négatifs sur ces périodes 2023-2024, c'était le match, la bascule, action US versus émergent Europe qui était clairement négative. Là, on voit que c'est toujours action US. Mais c'est aussi l'Europe qui revient en positif. L'autre élément intéressant, c'est que c'était un peu monomaniaque ETF, on s'en souvient, c'était une vraie bascule sur les ETF avec une très forte décollecte sur des fonds actifs. Là, on est sur un match qui se rééquilibre. On est sur 11 milliards de ETF, mais 8 milliards de fonds actifs. On parle bien juste de la période estivale. Je redonne, parce qu'il y a la grande perspective que vous nous donnez et que vous nous redonnerez. Mais sur ces mois-là, effectivement, la gestion active a retrouvé un petit peu plus d'intérêt par rapport à une gestion passive qui reste un rouleau compresseur dans l'industrie. On pourra avoir d'autres... Voilà, c'est ça. Le paquebot continue, mais visiblement, les investisseurs... Il y a des périodes comme ça où quand même la gestion d'actifs est capable de revenir sur le devant de la scène en termes de collecte. Notamment sur les small caps, puisqu'on voit que les small caps ont collecté 6 milliards sur le mois cet été. Et donc, les investisseurs continuent à privilégier le large méga, mais aussi donc à peu près au même niveau, on va dire, des small mid. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu de flux en faveur des petites et moyennes valeurs. Donc, les investisseurs, on voit qui, par ricochet, reviennent un peu à reprendre du risque, plutôt toujours sur des thématiques croissance. Et ce qui est assez intéressant, quand on regarde la perspective, on dézoome un peu. Dans le graphique, je vous ai préparé des chiffres qui remontent à 2010. Donc c'est pratiquement paléontolithique, c'est pratiquement le Moyen-Âge. Préhistorique. Préhistorique, voilà. On a un peu deux périodes. On a la période de taux bas, négatifs, des taux directeurs, des banques centrales qui avaient amené au tapis les taux. Et donc c'était le whatever it takes pour éviter la déflation et les grandes crises. Et donc, effectivement, les investisseurs ont compris le message à l'époque et n'ont pas hésité à investir. Le dernier en date, le record, c'est 2021, avec 530 milliards de collecte sur l'année, avec du rouge, beaucoup de rouge. Voilà, la barre rouge, c'est les actions. C'est précise. Donc, voilà. 350 milliards sur les actions. La dernière année, on a vraiment collecté sur les actions. Voilà, exactement. Donc, c'était une année très forte avec des investisseurs qui avaient compris que l'économie repartait, le delta de croissance, et deux, les banques centrales restaient accommodantes, donc le delta de liquidité. Et puis patatras, 2022 est arrivé par là, et donc on s'est retrouvé, on est passé d'un scénario TINA à TANA, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alternatives qui se représentent post-dislocation de marché, et petit à petit on voit des investisseurs qui se cherchent. Donc c'est une barre noire en 2023, ce que je disais tout à l'heure, donc des investisseurs qui reviennent sur du monétaire pour essayer de faire quelque chose parce que le monétaire délivre beaucoup. On aurait pu dire aussi livret à 3%, d'autres types de produits, ou fonds en euros boostés. Et puis l'obligataire en 2024. L'obligataire qui revient en 2024. Et petit à petit, on voit que sur cet été, c'est les actions qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Donc ça donne un peu de perspective justement sur ce film. Avec et je pense on y reviendra avec les deux spécialistes qui nous accompagnent, mais je pense que les investisseurs ont compris que les banques centrales avaient bien lutté contre l'inflation. L'inflation passe au second plan. On reparle plus de croissance, une baisse des taux qui a été entamée, et j'allais dire un petit peu une stratégie autour des taux réels. Quand le taux 2 ans US délivre du 5% et que l'inflation est à 2,5%, n'importe quel investisseur fait du taux 2 ans et fait du monétaire. Quand aujourd'hui on leur dit oui, mais éventuellement peut-être que dans les prochains mois il y a une baisse des taux, le taux 2 ans est passé à 3,90%, là en ce moment, et va peut-être passer à 2,5. Quand vous avez du 2,5 et du 2,5 d'inflation, vous avez des taux réels à 0. Et donc vous dites, mais qu'est-ce qui va me permettre de délivrer du rendement ? Et vous regardez à nouveau les actions. Est-ce qu'on revient dans un environnement où des stratégies diversifiées peuvent retrouver de l'intérêt ? Parce que c'est ce qu'on a vu, et vous nous le rappelez à chaque fois.
les fonds diversifiés n'ont pas du tout été des instruments ou des stratégies plébiscitées par les investisseurs pour naviguer dans les dernières années, Covid, guerre en Ukraine. Oui, alors il y a 2 inconvénients sur les fonds diversifiés qui ont été pointés par les distributeurs. C'est que d'une part, vous avez des rendements très élevés sur des taux. Donc c'est un peu la version. Il y a plein d'alternatives sur les marchés de taux. Donc qu'est-ce que je vais m'embêter à faire du diversifié? Donc je reviens sur des stratégies pures. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il y a une corrélation ces derniers mois entre les actions et les obligues qui a fait que les obligations ne protégeaient plus. C'est-à-dire qu'on était un peu on-off sur il y a de l'inflation, donc les taux... Typiquement 2022. Tout se crache, tout va dans le même sens. Exactement. Donc les actions se crachent, les obligues se crachent. Et quand ça marche bien... Ouais. Les actions performent et les obligues performent. Ouais. Parce que justement, on se dit, ah ça y est, l'inflation diminue et on voit des très bonnes performances. On est un peu encore dans cet environnement-là. Ce qui fait que pour des investisseurs diversifiés ou pour des gérants diversifiés ou des distributeurs... C'est très compliqué. De dire, si la diversification ne paye plus, faites des produits purs et puis vous retrouverez de la diversification sur l'or ou sur l'immobilier. Ou, enfin, on va peut-être vous retrouver d'autres zones de safe haven, de diversification, mais visiblement... on verra ce qu'il y en a les prochains mois, parce que moi, ce que je retiens de l'été, mais vous nous direz les leçons. C'est le 60-40 a retrouvé quand même de l'intérêt cet été. C'est-à-dire qu'on a vu justement des marchés obligataires qui pouvaient servir d'amortisseurs en cas de baisse marquée des actions. Là, on a retrouvé une corrélation inverse qui est plutôt profitable à des stratégies balancées, équilibrées. Exactement. C'est ça. On disait sur cette nouvelle période qui s'est ouverte cet été, c'est aussi peut-être favorable sur des fonds patrimoniaux qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans cet environnement. Du coup, diversifiés, flexibles, patrimoniaux, c'est aussi les fonds actifs. Oui. C'est l'intérêt des fonds actifs. C'est-à-dire quand vous êtes un peu monomaniaque sur des mouvements de banque centrale, vous achetez ce qu'on a vu, des méga caps US avec beaucoup de visibilité, vous faites attention aux autres types de risques. Donc c'est la période qui continue, puisqu'on a vu que c'est majoritairement encore les ETF qui ont capté. Je pense que ce paquebot ne va pas s'arrêter, parce qu'il y a une logique de distribution et d'accès, j'allais dire un peu UX, de facilité d'accès qui va rester vraie. Mais à côté de ça, dans un environnement qui peut être plus compliqué, de changement de pied, des investisseurs qui vont peut-être revenir. On l'a vu avec les small caps, par exemple. Oui, puis on voit là l'écart entre effectivement le rouleau compresseur de la gestion passive et gestion active. À un moment, ces écarts peuvent aussi se résorber un peu. C'est une question de soutenabilité, de mean reverting. Donc, vous pouvez faire du Nvidia, mais jusqu'à un certain point. Bon, à propos de mean reverting, donc là aussi, quand vous nous redonnez les perspectives sur 4 ans, il n'y a pas de match entre l'intérêt porté par les investisseurs aux actions américaines par rapport à la défiance, il faut le dire, qu'on a pu observer sur les actions européennes. Oui, ça reste vrai. Alors, on a parlé de la bonne nouvelle. Sur le mois d'août, l'Europe doit faire mieux en termes de performance que le marché américain. Il y a aussi des moments où les actions européennes, la performance des actions européennes n'est pas forcément aussi négative que ce qu'on peut imaginer dans l'esprit et l'état collectif. Exactement. Donc, il y a un élément de rendement aussi. Les actions européennes ont tellement été délaissées en termes de valo. Il y a peut-être quelques Warren Buffett, quelques value investors qui jouent cette soutenabilité. Sur les small caps, c'est flagrant. Il y a aussi une notion de devise. L'euro qui peut se réapprécier face au dollar. Bien sûr. Réallocation dans des allocations qui sont complètement absentes de l'Europe. Enfin voilà, donc quelque part, on se dit que, je ne sais pas si c'est le point bas, le point historiquement sera retenu sur juillet-août 2024, mais en tout cas... l'élastique se tend, c'est ça. On voit que ça revient. Et ça revient plutôt en faveur de l'Europe ou d'autres types de thématiques en dehors de la tech et des méga caps US. Effectivement. Et puis l'autre grand mouvement de bascule des dernières années, effectivement, mais vous le disiez tout à l'heure, on verra dans quelle mesure il y a une volonté de revenir sur les small caps, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est plutôt l'aspect large cap qui a rassuré les investisseurs au cours des dernières années, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, et puis je pense qu'à l'intérieur des large cap ou des small cap, les investisseurs reviennent sur des thématiques, c'est-à-dire que si on joue un scénario de baisse des taux, on va regarder les thématiques et les secteurs, santé, immobilier,
valeur de croissance. Je mets un peu en dehors de la tech, parce que la tech qui, dans un environnement inflationniste, aurait dû peut-être souffrir, ont joué l'effet intelligence artificielle. Donc ça fait 2 ans qu'on est un petit peu, depuis novembre 2022, ChatGPT, qu'on est un petit peu hors sol. Mais il y a un moteur spécifique à la tech. Exactement. Il y a eu un effet EPO qui a un peu dopé la classe d'actifs. Mais en dehors de cet effet-là, les réactions et les mouvements par secteur restent vrais. Donc je peux peut-être revenir sur la santé, l'immobilier et les valeurs défensives dans l'environnement qu'on expliquait de baisse des taux, et je peux peut-être faire attention aux valeurs un peu plus cycliques. Très clair. On verra si cette rotation peut se mettre en place, effectivement. En tout cas, c'est l'intérêt des chiffres qui sont intéressants à étudier sur l'été. Très clair. Comment vous avez vécu cet été, Bertrand ? C'est vrai que le 5 août, c'est quand même un pic de stress, il faut le dire, qu'on ne voit pas tous les jours sur les marchés, même si une correction indicielle de 10-12%, ça peut arriver comme ça assez vite. Mais bon, il y a eu quand même un événement. Et c'est vrai que quand on regarde les clôtures au 30 août, qu'on regardera ce soir... tout ça pour ça. Oui. Mais oui, on a encore écrit l'histoire. C'est-à-dire qu'on a connu un choc de volatilité jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est passé... Il y a le graphique, je crois, vous avez montré le graphique sur long terme de la volatilité. Là, effectivement, on voit bien les pics. Ligne bleue, c'est une volatilité de 20, donc en dessous, on est franchement dans un marché tranquille. Et 65, c'est ce qu'on a atteint en 2 jours. Cet été. Et 65, on l'attend pas souvent, on le voit, il y a 3 ellipses. Mais à chaque fois qu'on l'a atteint, donc vous voyez, c'était 2008, 2022, donc il y avait... J'ai toujours en tête que Lehman, c'était 80. C'est souvent ce qu'on dit, la référence. La faillite de Lehman, c'est la vol à 80. Oui, on était à plus que 85 même, je crois. 85, pardon. C'est ça. Mais là, il faudrait rezoomer, mais on mettait 3 semaines, 4 semaines à y arriver. Jamais 2 jours. Donc là, en 2 jours, gros choc de volatilité. Et finalement, quand on regarde sur les indices, superbement absorbé en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu des investisseurs, il y avait de quoi se faire peur. Parce qu'évidemment, quand ça arrive, toutes les mauvaises nouvelles, et on vous annonce la fin du monde, et tous ceux qui n'étaient pas dans le marché vous disent ça y est, c'est parti. Et puis des gestions systématiques, on sait un peu comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce genre d'événement, ça peut créer des effets boule de neige dont on ne sait pas tellement comment ils s'arrêtent. On aurait pu avoir des événements de crédit, on aurait pu avoir des fonds qui explosent et qui font des dégâts autour d'eux, etc. Il n'y a pas eu, en tout cas dans cette ampleur-là, il n'y a pas eu ça, malgré une correction d'une taille importante. Oui, et ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y avait du monde à la plage. Donc ça a peut-être aidé un petit peu en tous les cas, tous les débouclages qui se sont faits, se sont faits très rapidement. Et il n'y a pas eu d'effets collatéraux trop longtemps. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Mais tout ça arrivait aussi à un moment donné où on sentait arriver, on en avait parlé la dernière fois, qu'un pivot était en train de se faire, c'est-à-dire que ça tractait quand même beaucoup moins bien sur la tech, que les 7 magnifiques, elles étaient plus 7, et qu'on voyait arriver la santé des secteurs défensifs. Et donc on avait signalé que sur le match cyclique défensif, il y avait des signaux qui nous disaient attention, entre 3 et 6 mois à partir du signal qu'on avait donné. Donc ça, c'est le... je ne sais plus où mon graphe. Enfin bref, je pense que je vous l'avais donné. C'est retour confirmé des défensives. Voilà. Donc on avait eu ce signal, on en avait parlé, on avait dit attention, on a... les défensifs qui vont faire leur retour. Donc dans les défensifs, notamment il y avait la santé, il y avait l'immobilier, on va retrouver des services aux collectivités, voilà. Et des valeurs plutôt à duration longue d'ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle aussi les proxy bonds. C'est-à-dire sur le marché action, c'est une manière de jouer cette baisse des taux justement. C'est ça. Les télécoms, par exemple. Les telcos qui reviennent bien. Bien sûr. Et inversement, on voyait que dans les cycliques, c'est ce qu'on a vu. L'industrie, là, on a l'auto qui était leader jusque mai, avril-mai, c'est ça. L'auto est dans le flop. L'auto est dans le flop. Donc il reste Ferrari. Alors Ferrari est un ovni.
c'est pas de l'auto. C'est du luxe. Ah mais même pas, enfin, je veux dire, Ferrari a survécu à la crise du luxe et à la crise de l'auto. Ouais, c'est ça, c'est peut-être même Ferrari autre chose est en train encore d'aspirer du des luxe. points quoi. hauts. Donc dans le luxe, il reste Hermès. Ouais, c'est ça. Qui se tient- C'est Ferrari et Hermès, c'est ça les vraies stars. Qui se tient bien. Ça, c'est le vrai honnêtement. luxe, oui. Mais voilà, donc et donc on a vu ça arriver, donc forcément. Et on l'a vu dans le rebond, ça aussi, parce que moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la correction et de l'épisode de volatilité historique pour les livres d'histoire, etc., moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment s'est fait cette V-shape recovery, cette reprise en V très rapide, qui a tout de suite ramené les indices au sommet et qui fait qu'on clôture un mois d'août positif sur l'ensemble des marchés actions développés, en tout cas, avec des indices quasi au record. Cette reprise, elle s'est faite comment, alors ? On a toujours, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les secteurs leaders, banque et assurance restent très bien. Ouais. Et donc, l'assurance fait des nouveaux plus hauts sur beaucoup de titres. Donc ça, c'était déjà leader avant, ça a été leader toute l'année, ça a continué à l'être et ça a quasiment rien lâché. Donc ça continue. Et ça, pour le coup, ça pèse lourd dans les indices. Ouais. Donc il y a ce point-là. Donc vous ajoutez à ça la santé qui doit faire 6-7% des indices. La techno qui cale, mais qui ne se retourne pas. Hein. Non. Donc qui reste bien. Donc globalement, en Europe, on reste avec 50-60% des indices, enfin des secteurs qui sont bien orientés. Il y a eu des redistributions de cartes à l'intérieur. Typiquement, dans la santé, jusqu'à présent, il n'y avait que Novo Nordisk. Parce qu'elle tirait fort, mais... Hyper-croissance. Valeur d'hyper-croissance. Et là, on a vu une Sanofi qui remonte, des trucs comme ça. Il y a UCB, typiquement, laboratoire en Belgique, qui marche très très bien, qui font des gros parcours. Donc on voit des nouveaux noms arriver. Et donc, ça permet d'avoir des relais et de créer des arbitrages dans les portefeuilles. Et dans l'univers tech, des dossiers type logiciel SAP, ça a plutôt bien résisté. On reste très bien. Par contre, dans les semi-conducteurs, là où on avait un tir groupé avec en Europe ASML, ASMI, IBE semi-conducteurs, là pour le coup, il y a une grosse fraction. Hein. ASMI reste très bien, ASML c'est compliqué, BESI elle est retournée. Et aux États-Unis, on avait des stars par exemple comme Superior Microcomputer qui a fait un profit warning exceptionnel. Donc on reste avec une Nvidia qui est à 140, mais si on regarde les 7 magnifiques, elles font le job, mais ça en plus. Vous avez du Microsoft plus 10, pour resituer le sujet. Hein, le S&P est à 17, le Nasdaq est à 16. Ouais. Donc déjà, oui. S&P devant le Nasdaq, de pas grand-chose. Voilà. Et à l'intérieur, Microsoft 10, Amazon 14, Google 16. Normal. Bien, mais pas exceptionnel. C'est ça, ouais. Alors il reste Meta à 46, et comme je le disais, Nvidia à 143, mais Tesla à moins 15. Ça se normalise. Donc ça se normalise. Le rythme de progression des bénéfices et donc le rythme de progression boursière se normalise aussi sur ces valeurs. Voilà. Et donc, pareil, aux États-Unis, on voit arriver des nouveaux noms dans des secteurs divers et variés, et donc qui, eux, se font leur place sur le podium. Est-ce que c'est vraiment un marché qui reste risquonne avec ces effets de rotation? Parce que si on met ça en comparaison avec l'autre phénomène des derniers mois, qui a été quand même la baisse des taux, avec les perspectives de baisse de taux des banques centrales, là je parle des taux longs américains ou européens, on a l'impression quand même que le marché obligataire, alors je ne vais pas dire se prépare à un scénario de récession, mais en tout cas se prépare à un scénario de ralentissement de la croissance américaine notamment. Quand vous me parlez de secteur défensif sur le marché action, je me dis que là aussi les investisseurs sont peut-être un peu plus prudents, un peu moins agressifs dans la prise de risque. Est-ce que c'est des marchés qui effectivement sont en train d'envoyer des signaux au moins d'une préparation à quelque chose de moins dynamique sur le plan macro? Est-ce que c'est un enseignement qu'on peut retirer ou pas forcément? Non, alors pas à ce stade. D'accord. Parce que, comme je le disais, on a banque et assurance qui sont quand même hyper cycliques et hyper liés au cycle, qui sont très bien orientés et qui, encore une fois, il y a des flux qui rentrent, il y a des nouveaux plus hauts et à l'appui de bonnes nouvelles. Enfin, ça se fait pas dans le vide. On a quand même eu une saison des publications qui était plutôt pas mal, notamment sur le secteur. La techno calme mais se retourne pas. Donc on garde des secteurs croissance et aussi procycliques qui vont bien. C'est vrai que dans l'industrie, là pareil, il y a diffraction. Bon, la chimie, on n'en parle pas. L'automobile, on a dit, elle s'est retournée. Donc, et la baisse des taux... des taux réels qui restent aussi positifs. Hein. Je sais pas dans quelle mesure la baisse des taux longs, c'est pas un signal négatif encore aujourd'hui. À partir du moment où on a une inflation qui est en train de baisser et à partir du moment où les banques centrales ont clairement dit
je baisse mes taux ou je vais commencer à baisser mes taux. Ça fait baisser le 2 ans. Donc, du coup, on l'a vu sur l'écart entre le 2 ans et le 10 ans. Ouais. On est en train de revenir dans des conditions plus normales. C'est-à-dire qu'on va avoir un étagement avec un 2 ans qui est avec un rendement inférieur aux 10 ans. Donc là, bon, ils sont à touche-touche. Mais c'était l'inverse jusqu'à présent, ce qui n'est pas une situation normale. Donc, dire que la baisse des taux longs, c'est une anticipation qui pourrait même aller jusqu'à la récession, franchement, c'est compliqué avec les données macroéconomiques qu'on a par ailleurs. C'est pas le signal qu'on a aujourd'hui. Donc, ça change la donne. Et effectivement, ça permet à des secteurs à duration longue de revenir sur le devant de la scène parce qu'ils n'avaient pas eu le droit de citer depuis 2022. Certains dossiers qui ont eu des difficultés parce que au-delà de tout ça, il y a toujours le sujet la Chine qui cale, donc forcément quand vous avez arrimé une partie de votre croissance sur la Chine, c'est compliqué. Là-dessus vous remettez des embargos, des politiques de rétorsion douanière ou des choses comme ça, donc forcément ça complique la donne pour pas mal de gens. Et puis il y a eu typiquement sur le luxe des années exceptionnelles qui sont en train de se normaliser. Donc ça reste bien en soi si on regarde la société. Mais par contre, le titre, lui, le digère très mal, parce qu'en fait, la bourse digère mal. C'est juste un arbitrage en fonction des anticipations de croissance bénéficiaire, de la valorisation qu'on peut trouver aujourd'hui sur les marchés. Voilà, vous avez un combo où vous retrouvez de la valo. Ça profite aussi à des entreprises qui sont très endettées, qui vont profiter de cette baisse des taux, versus des entreprises comme le luxe, qui sont cash riches. Donc, c'est un peu ça. Et puis qui plaçait effectivement de la trésorerie sur du monétaire très bien rémunéré, etc. Bon, ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On verra demain. Peut-être que le monde, de ce point de vue-là, est en train de changer. Reprenons avec vous, Laurent, peut-être sur la partie obligataire. Vous venez avec des graphiques là aussi. L'aspect technique nous intéresse beaucoup dans cette analyse de marché. Ça fait 3 ou 4 mois qu'on a un mouvement de rallye obligataire et qui s'est encore poursuivi au cours du mois d'août. Alors, les taux qui baissent, pour dire les choses simplement. Alors, effectivement, les taux baissent. Alors, je fais une petite digression parce que je suis, depuis que je viens à cette émission, je suis toujours d'accord avec Bertrand. Et là, aujourd'hui, je dévie. Le consensus explose. Alors, pas du tout. Je ne vais pas du tout jouer les cassades parce que je pense qu'il n'y a pas un risque baissier très important. Mais je pense que la hausse, on l'a faite. Moi, des marches actions. Ouais. D'accord. Je pense que les tops sont là maintenant. C'est au nous, quoi. Alors, il y aura peut-être alors il y a des plus hauts marginaux qui sont faits, DAX, Stoxx 600, etc. Peut-être que le S&P équipondéré, il le fait déjà, son record historique. Ouais. Donc c'est plutôt un bon signe. Mais moi, l'événement du 5 août, c'est pas un événement anodin que j'oublie. C'est pas une correction comme les autres qui remplit les livres d'histoire et qu'on oublie aussi vite. Non. Bertrand l'a très bien souligné. La vol a quand même été particulière. Et quand on a un événement de volatilité comme celui-ci, on peut prendre le parti de considérer que c'est rien, ou de penser que le marché a quand même eu très peur. Et si le marché a eu très peur, on peut se poser la question de sa vulnérabilité et fragilité implicite, parce que s'il avait été serein, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Donc il y avait déjà un climat un peu tendu. Quand on regarde les volumes sur le S&P et le CAC dans la baisse, même si tout le monde était à la plage, ce qui est vrai, les volumes sont quand même importants. Oui. Et quand ça remonte, ils sont très inférieurs. Donc on ne remonte pas avec les mêmes volumes. Et quand on regarde la position ouverte des contrats, ce n'est pas la même chose non plus. Donc pour moi, il y a quand même un préjudice technique qu'il faut enregistrer. Moi, j'ai lu et j'ai cru comprendre que dans le rebond, autant le retail avait été assez présent dans le rebond, et une fois encore, le retail a bien vu qu'il fallait peut-être racheter à ce moment-là, autant les investisseurs professionnels, que ce soit des gestions systématiques ou plus long terme, etc., n'ont pas profité, se sont pas réexposés derrière et n'ont pas profité de la vague de reprise. D'ailleurs, pour faire le lien avec le marché obligataire sur le 10 ans, parce que le 10 ans, c'est un petit peu aussi les anticipations de croissance, de ralentissement et d'inflation, on voit que le taux, il ne rebondit pas sur les 3,80. Non. Si les investisseurs étaient vraiment confiants, ils revendraient leurs bonds et ils se remettraient massivement sur les actions. Et les taux remonteraient. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on est dans une situation un petit peu grise
sur le 10 ans. Alors c'est vraiment compliqué de comprendre ce qui se passe parce que chacun y va de son pronostic, combien il va y avoir de baisse de taux, 2, 3, 4, 100 points de base. Moi je pense que Jérôme Powell va décevoir. Je vous l'ai dit avant quand on a préparé cette émission, moi je pense qu'il ne va pas y avoir 50 points de base de baisse en septembre. Je me trompe peut-être. Mais le marché c'est kiff-kiff pour l'instant, c'est la pièce en l'air on va dire. Oui, mais il y a quand même beaucoup de monde qui anticipe les 50 points de base. Ouais. Ok. Moi je trouve que c'est... En tout cas, le marché, on anticipe 100 d'ici la fin de l'année, avec seulement 3 meetings de la Fed. Donc, soit il y a un meeting avec 50 points de base de baisse, soit il y a une baisse de taux entre deux meetings, ce qui serait peut-être encore pire. D'ailleurs, je ne sais rien. Alors, tout peut arriver, mais pour qu'il y ait une baisse de taux entre deux meetings, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Il faut être en 2008, il faut être... Or, Covid. moi, je rappelle quand même que hier, on revoit le PIB US à la hausse, qu'aujourd'hui, l'inflation, elle rentre dans le rang. Donc on est quand même dans un climat qui s'apaise. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi Jérôme Powell baisserait de manière importante les taux directeurs. Bon, ça veut dire quoi alors ? Alors, moi, ce que je vois sur le rendement du T-Note, c'est que pour le moment, en tout cas, ça rebondit pas trop. Donc, ça veut dire que quand on regarde ce qui s'était passé précédemment sur le même niveau de support l'année dernière, à peu près à la même époque, le rebond, il avait été assez vif. Là, c'est pas le cas. Et donc, moi, j'exclus pas de voir les taux longs continuer de baisser. Si c'est le cas, ça peut aller à 3,38. Alors, si ça rebondit, on a quand même un gros seuil à 4,20. D'accord. Et là, pour le coup, je ne crois pas que ça les dépassera, parce que ça voudrait vraiment dire qu'on repart... ça serait un double dip et qu'on a une économie américaine qui repart à fond. Ouais, on se retrouve en 2022, à ce moment-là, avec des taux à 5%. C'est pas mon scénario. Etc. Oui, c'est ça. On repart pour un tour d'inflation, de croissance résiliente, etc. C'est trop tôt. Ouais. Non. Donc, 3,80, on est dessus. Peut-être qu'il va y avoir un rebond. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir un rebond, que le dollar va remonter un petit peu, que ça va faire baisser les actions sur les 2 mois qui viennent, et qu'on va avoir une fin d'année plutôt positive, mais j'ai l'impression malgré tout que d'un point de vue tactique, même si stratégiquement... Faut qu'on passe par un petit moment un peu plus perturbé, quoi. L'épisode du 5 août, pour moi, n'est pas terminé. D'accord, les répliques. Voilà, on est encore dedans, et à mon avis, on risque d'avoir un mois de septembre et un mois d'octobre un peu plus compliqué, d'autant plus que le marché est rarement là où on l'attend, et que j'entends partout, on a un boulevard maintenant devant nous, il va baisser les taux, c'est sûr, en parlant de Powell. Donc, sur les actions, c'est boule. Quand c'est tellement boule, moi, ça me fait un petit peu peur. Le sentiment est un peu complaisant, peut-être, là, de ce point de vue-là. Surtout qu'on est sur une tendance qui est bien mûre. C'est pas comme si on était dans un cœur de tendance, ou au milieu de la tendance, ou au début d'une tendance. On est sur une tendance qui est mûre. Donc moi, je serais plutôt enclin à envoyer à nos téléspectateurs un message de prudence. Mais je comprends. Beaucoup de choses sont déjà très bien anticipées. On l'a vu, que ce soit à travers les résultats d'NVIDIA ou à travers les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. 100 points de base d'ici la fin de l'année. Il faut vraiment être agressif. Mais est-ce que Jérôme Powell pourrait être aussi agressif ? C'est pas encore évident. Si je fais une parenthèse, une seconde sur NVIDIA, c'est pas normal ce qui s'est passé hier. Je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas normal ? Le fait que le marché s'en remette à ce point aux résultats de NVIDIA, comme si c'est le Messie qui allait arriver et sauver. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même des craintes, parce que normalement, dans un contexte de robustesse avérée, les résultats de NVIDIA auraient dû passer ou seraient passés de manière plus smooth. Oui, mais regardez, les indices n'ont pas été tellement abîmés par la baisse de NVIDIA. Aussi, on avait fait 150%, comme l'a dit Bertrand, depuis le début de l'année, 3000% en 5 ans et 25 000% en 10 ans. Non, mais les indices, j'ai trouvé, ont plutôt bien résisté à la petite baisse de NVIDIA hier. Qui va changer la donne. Oui, mais on a bien vu que, en tout cas, dans les médias américains, on voyait l'importance que ces résultats avaient. Et moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu disproportionné et que ça reflétait un petit peu le contexte actuel. Un pic de hype peut-être autour de NVIDIA. Peut-être qu'on est allé trop loin dans le focus qu'on met sur NVIDIA. Mais bon, décevants, comme Apple il y a 4 ou 5 ans. En fait, si NVIDIA, ce qui n'a pas été le cas, avait déçu, tout d'un coup, tout le monde se serait posé la question de savoir du retour sur investissement de l'IA, donc de toute la thématique IA, où est-ce qu'on en est ? Le château qui... Un petit peu. Donc pour moi, ce sont des signes qui montrent quand même qu'il y a une certaine tension et qu'on n'est pas dans un climat de sérénité absolue, même si encore une fois, je ne suis pas agressivement baissier. Bon, vous dites septembre-octobre, ça peut être un peu turbulent, d'autant qu'il faut quand même parler un peu de la saisonnalité, puisque là, on attaque des mois qui sont historiquement considérés comme... baissiers. Mauvais, oui. Bon, alors,
encore une fois, je ne veux pas jouer les Cassandres parce que je ne suis pas moi-même agressivement négatif. Non, mais on est là pour parler de... On n'entre pas dans une fenêtre temporelle particulièrement positive. Ouais. Voilà, donc Mais il faut l'avoir quand même en tête. le rappeler. On voit le CAC. Alors lui, pour le coup, septembre, c'est vraiment un mois qu'il n'aime pas, puisque c'est la saisonnalité depuis la création de l'indice. C'est le pire mois, historiquement? Oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Bon, alors, encore une fois, c'est le parcours moyen des 37 dernières années. Oui, Il y a bien évidemment sûr. eu des années où septembre a été positif. très bon. Bien Exactement. sûr. Oui, Mais bon, ça n'exclut pas ça. voilà, bien sûr. donc moi je regarde quand même pas mal la saisonnalité parce que les investisseurs la regardent et il y a des arbitrages qui sont faits en fonction justement de cette saisonnalité. Et que ce soit sur le CAC ou le S&P, on n'est pas dans une séquence qui est très favorable. Donc ça veut dire que concrètement sur les marchés actions, même si le DAX a fait un nouveau plus haut absolu, ce qui est quand même très... On n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est quand même très intéressant d'en parler parce que quand on voit la situation de l'Allemagne, c'est quand même... Contre-intuitif. Ça interpelle. Donc, on est... La différence entre les entreprises allemandes et la situation en Allemagne. Mais oui, effectivement. Donc, saisonnalité négative. Donc, ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas forcément un risque de baisse très important. D'ailleurs, le VIX, il est bien redescendu, mais il n'est pas redescendu À 10 en bas. Ah, on n'est pas revenu à 10. Voilà, Non. Autour de 16, 17. Ouais. On a quand même du prime pour payer les couvertures de risque. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un marché qu'on a un petit peu, en anglais, on dit frothy. Ça veut dire un petit peu fragile. Ouais. Et donc, concrètement, comment ça peut se traduire sur le CAC quand on regarde là, donc c'est un CAC 40 en vue hebdomadaire que vous nous apportez, c'est ça, Laurent. Quel est le potentiel encore peut-être de consolidation ou de correction? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Moi, je suis négatif. D'accord. Sur le CAC 40. Mais comme on se voit tous les mois, si je me trompe, je vous le dirai. Je vous explique pourquoi je me suis trompé. Mais techniquement, je ne peux pas être autre chose que Et négatif. c'est spécifique CAC. Il y a un truc sur le CAC un peu à part aujourd'hui. En tout cas... C'est pas un indice qui a refait des sommets pour le coup. Non. Voilà. Et il est quand même, même le CAC GR qu'il faut comparer au DAX, il est quand même pas sur le niveau du DAX. Donc le CAC, il est un petit peu malade. Il est un petit peu malade de son secteur du luxe, qui est quand même impacté négativement par une Chine qui repart pas, et ça c'est quand même un problème. Et on le voit pas à l'écran, mais les volumes dans la remontada, ils sont quand même plus faibles que dans la baisse. Et puis on est sous une ligne de tendance haussière, on est sous une zone de résistance qui est quand même importante entre 7746 et 7900 points. On est au contact de moyennes mobiles qui sont baissières, donc en synthèse, en dessous de 7900 points, point de salut. D'accord. Voilà. Si on redépasse 7900 points, c'est vraiment le niveau sur lequel il faut clôturer hebdomadairement. Pour neutraliser effectivement ce mouvement un peu. Et là, un peu effectivement, je vous dirais, j'ai été trop négatif, je me suis trompé, mais on a quand même une grosse zone maintenant qui nous attend. En fait, le CAC, il est un petit peu remonté dans le vide avec les autres indices. Maintenant, les choses sérieuses arrivent. On va voir si les acheteurs ont vraiment ce qu'ils ont dans le ventre et s'ils gardent leur position. En attendant, deux secteurs dont on a déjà parlé avec Bertrand et Jean-François, mais allons-y sur l'analyse technique de ces secteurs au sein du stock 600 européen, la santé et l'assurance. Commençons avec l'assurance. Là aussi, c'est vrai que le graphique que vous nous apportez montre la régularité du parcours qu'on peut avoir sur ce secteur de l'assurance. Alors moi, je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'assurance, avec évidemment en toile de fond, on n'en a pas parlé dans cette émission, la baisse des taux de la BCE, parce que quand même, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre et qui devrait avoir lieu. On a techniquement en haut du tableau un très beau parcours avec une consolidation bien ordonnée qui montre qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs au moment où le secteur consolide. Et puis là, ça repart à la hausse. En dessous, on a le ratio de force relative par rapport au stock 600 qui est haussier. Donc ça veut dire que quand le stock 600 baisse, le secteur baisse moins. Et quand il se remet à monter, le secteur va plus vite. Donc c'est quand même très positif. Et puis on a un rate of change qui calcule la vitesse du ratio de force relative qui est aussi au-dessus de zéro, qui est plutôt bien orienté. Donc moi, l'assurance, je considère que parmi les secteurs défensifs qu'il faut, à mon avis, privilégier en cette rentrée scolaire, donc santé, assurance et même utilities, télécom, ça me plaît. Je pense que c'est un des secteurs que je préfère le plus. Là, le consensus est plein et entier sur ces secteurs qui ont été cités par tout le monde. Et sur le secteur de la santé, là aussi, on voit d'ailleurs à peine même, il n'y a même pas eu de trou d'air au mois d'août sur ce secteur de la santé en Europe, qui a joué pleinement son rôle de valeur du secteur défensif. Voilà, donc plus haut historique. Alors il y
y a évidemment des stars, mais les composants du secteur, d'une manière générale, sont forts. Ouais. Moi, c'est un secteur... Même stock par stock. Ouais. On est à peu près à 80% des composants qui sont dans des tendances haussières. Donc, en Europe, c'est quand même très fort. C'est pas le cas aux États-Unis. Il faut toujours le rappeler. On a vraiment deux histoires différentes. Année électorale. Peut-être que la santé américaine aime moins les années électorales aux États-Unis. Et puis, alors, quand on sait que... Depuis que Kamala Harris est apparue sur les radars des possibilités, le secteur de la santé y souffre un peu. Genre beaucoup de politique dans la santé américaine. Exactement. Bon, donc secteur de la santé toujours très positif, même diagnostic, tendance haussière, très linéaire, peu de vol, RSI suracheté, il y a du momentum, ratio de force relative en pleine progression, rate of change positif. Il n'y a pas de. Techniquement, tous les indicateurs sont bien orientés. Quoi. Alors, c'est pas dire que ça va forcément continuer de monter à la même vitesse. Comme ces dernières semaines, ces derniers mois, mais en tout cas, c'est clairement, pour moi en tout cas, un secteur qu'il faut surpondérer dans son portefeuille. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'or pour finir ? Oui. Bon. C'est vrai que pour le coup, c'est quand on regarde dans les médias un peu généralistes, on a parlé de l'or cet été pour indiquer qu'effectivement c'était au sommet historique et donc les médias généralistes se réveillent un peu généralement dans ces moments-là. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que partant des records qu'on tient d'ailleurs encore aujourd'hui à plus de 2500 $ l'once, quel potentiel restant est-ce qu'on peut imaginer encore pour l'once d'or ? Alors il faut faire la différence court, moyen terme et long terme. Long terme, je reste bullish sur le gold et je pense qu'on... Long terme, c'est quoi pour vous, Laurent ? Ça veut dire 12-18 mois. D'accord. Voilà, je pense qu'on a devant nous encore un potentiel d'appréciation. Je ne serais pas surpris de voir l'or se traiter à 3000 $. Maintenant, tactiquement, sur du moyen terme, on a une sortie de range. Cette sortie de range, elle n'est pas belle, encore une fois. C'est le contrat futur octobre, avec des volumes qui baissent dans la hausse. On a plutôt envie de voir le contraire. On a des positions ouvertes qui divergent négativement. Donc, ça veut dire que si l'or nous faisait le cadeau de revenir sur les 2447 $, on a un point d'achat. Et s'il retournait sur les 2305, ce que je n'anticipe pas, mais qui pourrait arriver si Powell déçoit, si le dollar rebondit, etc., c'est un super point d'achat. Donc, haussier sur l'or, la question c'est où ? 2447, 2305, retour dans le range, tout se paye sur l'or, tous les replis se payent. Je pense qu'il a encore un boulevard devant lui. Ouais, très clair. Bon, petit retracement de l'or qui serait cohérent avec votre scénario d'un Powell qui déçoit, d'un dollar qui remonte un peu, etc. D'actions qui rebaissent un petit peu. Ah ouais. Bon, mais on verra comme ça que je vois les si choses. Tout se met en place au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Pour conclure, Jean-François. Mais je pense que sur Powell, il y en a peut-être beaucoup qui ont acheté la rumeur et qui vendront la nouvelle. Ça, oui. On ne peut pas dire que le débat sur les baisses de taux était un débat camouflé ces derniers mois et ces dernières semaines. Hein. Je crois qu'effectivement. Donc c'est quand même visible et donc il y aura peut-être des prises de profit ou des changements. Absolument, aussi. Toute la question, on y revient, étant de savoir pourquoi la Fed va baisser ses taux. On le sait parce que l'inflation a baissé, mais pourquoi est-ce qu'elle continuera de le faire ? Est-ce que c'est simplement pour accompagner le cycle, ou est-ce qu'à un moment il peut se passer quelque chose d'un peu plus grave, ou pour des élections, ou quelque chose d'un peu plus grave qui nécessiterait là peut-être une force de soutien un peu plus importante. Bon, on verra, tout ça est encore devant nous. Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois, vous le savez, dans Smart Bourse avec le grand tableau de bord des marchés, et à mes côtés Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports en Par Gestion, Laurent Albi, responsable de Next Momentum, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le dernier vendredi du mois en l'occurrence, c'est l'occasion d'un décryptage économique et l'occasion de retrouver Michel Remy, économiste associé de SPAC, avec nous en ce démarrage de cette saison 5 de Smart Bourse. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous accompagner encore tout au long de cette saison pour nous raconter l'histoire économique. Alors généralement on parle d'un concept économique avec vous, que vous décryptez avec la science et la pédagogie que vous pouvez avoir. Là c'est un peu plus un peu plus coloré, j'ai envie de dire. On sort la semaine dernière de ce fameux symposium de Jackson Hole. Alors peut-être que ceux qui nous regardent, nous écoutent, entendent ce nom revenir année après année, réunion traditionnelle des banquiers centraux à la fin du mois d'août. Mais autant on a, j'allais dire, dans le discours public,
l'habitude de voir les hommes politiques de niveau international se rencontrer à l'occasion de G7. Il y a eu des G8 aussi même à un moment, je crois. Enfin, les formats varient jusqu'au G20. On parle un peu moins d'ailleurs de ces réunions en ce moment. J'ai l'impression que le monde est un peu moins collaboratif, on va le dire comme ça, de ce point de vue-là. En revanche, il y a ces réunions également peut-être d'experts ou un peu plus d'experts qui rassemblent les banquiers centraux, en l'occurrence à Jackson Hole. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils se réunissent à Jackson Hole, qu'on ne connaît, enfin que moi je ne connais d'ailleurs que parce qu'ils se réunissent là-bas? Pourquoi ils font pas ça à Washington, à New York ou ailleurs? Mais en fait, la première réunion de Jackson Hole, qui a eu lieu en août 78, a été à l'initiative de Paul Volcker, le premier président de la Fédérale Réserve, du moins de l'époque plutôt. Et Paul Volcker était un grand amateur de pêche, et donc il voulait concilier aussi bien loisirs que travail. Et donc son choix est tombé sur Jackson, qui est dans le Wyoming, qui est une région très poissonneuse. Et donc, en fait, cette première réunion a eu lieu là-bas, et puis, avec la force de l'habitude, tout le monde s'est retrouvé, en tenue décontractée, pas forcément en costume. Ils ont tous prêts à pêcher à la mouche. Voilà. Et en même temps, entre deux discussions, ils pouvaient soit aller pêcher, soit contempler les pâturages et tout. Alors, ce qu'il faut voir, en même temps... C'est vraiment le summer camp, quoi. Exactement. C'est vraiment l'idée du summer camp des banquiers centraux, quoi. Oui, mais sérieux. Ah bah oui, non mais bon. Et, alors, ce qu'il faut voir, alors Jackson, c'est bien. Donc, j'ai dit que c'est une ville du Wyoming où on peut faire du ski, etc. Et en fait, pour les Américains, c'est un coin très reculé. On dirait que c'est un coin paumé. Certains diraient un trou. Et donc, d'où le nom de Jackson Hole. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que cette ville, qui est, on va dire, assez éloignée, on va dire, de l'actualité médiatique, en fait, eh bien, est souvent une résidence secondaire pour certaines vedettes comme Kanye West, Kim Kardashian, Harrison Ford, Brad Pitt, qui bien sûr ont fait surtout du ski, mais plus vraisemblablement parce que le régime fiscal du Wyoming est relativement attractif. Il y a la beauté du trou paumé de Jackson Hole et l'intérêt fiscal de résider dans le Wyoming. Je le comprends, ils perdent pas le Nord, évidemment, les Américains. Bon, qui participe à ces rencontres et ce symposium de Jackson Hole à la fin août? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une évolution. À sa création, au début, c'était des personnalités se réunissaient autour de thématiques, autour de l'agriculture. Et puis, progressivement, peu à peu, les questions monétaires et financières se sont imposées dans le paysage mondial. Et c'est ainsi que, progressivement, ce rendez-vous économique de la fin de l'été est devenu, au bout de 46 ans, en fait, incontournable, à tel point que tout le monde veut y participer. On n'a qu'à voir les demandes de participation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les organisateurs souhaitent garder, on va dire, une certaine qualité, on va dire, à ce brainstorming géant, qui est une caractéristique de ce symposium. Et la participation est limitée à 120 personnes, y compris les médias. C'est ça que ça veut dire que c'est vraiment un petit comité. C'est comme Bitcoin, quoi. C'est fini. C'est exactement. C'est 120 et pas plus. Pas plus. On va dire ça comme ça. Alors, une autre caractéristique de ce symposium, c'est que tous les participants payent leurs frais de participation. Donc là, c'est ça qui est important. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est une des, on va dire, des entités régionales de la Fédérale Réserve, celle de la Fédérale Réserve de Kansas City, qui organise. Et donc, elle invite les participants en fonction de leurs compétences. Et donc, c'est les gouverneurs de banques centrales, ce sont les dirigeants d'institutions financières, des professeurs d'économie, des économistes, etc., etc. Que personne ne reconnaîtrait dans la rue. Enfin, c'est l'anti-Davos, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on considère une réunion de têtes pensantes, notamment en économie, l'un des premiers noms qui apparaît, c'est le Forum économique mondial de Davos. Mais à Jackson, en fait, la grande différence, c'est qu'on ne rencontre que des gens sérieux. Donc, on ne risque pas de rencontrer le chanteur Bono, ni l'actrice Charleston, et encore moins les hommes politiques, parce que, justement, on va dire, on les considère comme pas assez, on va dire, compétents dans... Oui, ils ont d'autres compétences, mais, mais peut-être que le sujet de Davos, c'est pas le même non plus que Jackson Hole. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Les rares journalistes qui y sont, là, je suivais ce que racontait un journaliste de Bloomberg qui était sur place. Il dit dans l'hôtel où sont organisées les conférences en petit comité,
déjà, l'événement n'est pas du tout mis en avant, si bien que les clients de l'hôtel qui sont des touristes arrivent et se demandent ce qui se passe. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une conférence. Est-ce que Jérôme Powell est là? Enfin, je veux dire, ça passe complètement inaperçu, y compris dans la ville de Jackson Hole qui accueille des touristes comme chaque été. Il n'y a pas du tout de mise en avant spécifique de l'événement. C'est un événement comme un autre dans un hôtel, quoi. Voilà. Exactement. Et c'est une réunion d'une grande entreprise, on va dire ça comme ça. Bon, mais on y parle de choses sérieuses. De quoi on y parle, Michel? Alors, bien sûr, ils discutent des politiques monétaires des banques centrales et puis en même temps de la situation conjoncturelle. Donc aujourd'hui, du moins, la semaine dernière, on a parlé de l'inflation, du ralentissement économique mondial, des tensions géopolitiques. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si toutes les personnalités échangent leurs prévisions, leurs analyses, aucune décision officielle n'est prise. Ça, c'est un point aussi qui est très important. Et ce qui est aussi important, c'est que chaque année, le thème du symposium change. Cette année, c'était la réévaluation de l'efficacité de la transmission de la politique monétaire. L'année dernière, c'était tout aussi un autre sujet moustillant qui était les changements structurels dans l'économie mondiale. Et puis, quand on regarde un peu dans une perspective historique, on s'aperçoit que c'est quand même assez important parce qu'en 1990, eh bien, les banquiers centraux et occidentaux et ceux de leur homologue de l'ex-URSS ont, on va dire, organiser la sortie du système communiste. En 2010, par exemple, Bernanke a travaillé subtilement la pérennisation du quantitative easing à travers ce forum. Et puis, en 2020, c'est là où Jérôme Powell, déjà lui, a essayé d'introduire une nouvelle politique de hausse de taux d'intérêt. Et donc on voit que c'est des thèmes d'actualité très centrés, bien sûr, sur les questions monétaires, mais qui aussi, ça joue beaucoup, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. Au-delà de la discussion entre pairs, dans un cercle fermé intimiste, c'est quand même un rendez-vous d'importance pour les marchés. C'est-à-dire que autant les investisseurs ne sont pas invités et c'est vous l'avez dit, en cercle fermé, autant les banquiers centraux ont compris eux-mêmes que c'était un moment ou un rendez-vous qui pouvait avoir de l'importance pour les marchés et pour la guidance des marchés. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est il y a, on va dire, en gros, 3 raisons essentielles qui fait que ce forum est important, du moins ce symposium. La première, c'est que de manière générale, les banquiers centraux ne portent pas de jugement de valeur sur les politiques menées. Mais c'est ça le mais qui est important. Lorsqu'ils, considèrent qu'il convient d'opérer des changements structurels, ils rappellent à travers leur message que les États doivent, faire face à jouer leur rôle dans la réforme structurelle. Deuxième chose également, ce qui est aussi important à saisir, c'est un événement protocolaire. On attend toujours à la fin le discours du président de la Fédérale Réserve. Et ce discours, il est vraiment scruté à la loupe parce qu'il va donner des indications, on va dire, au niveau, de la politique monétaire en général, américaine, mais aussi elle va influencer la politique monétaire des autres banques centrales et également aussi donner certaines orientations pour les marchés financiers. Et puis, la troisième chose, c'est ça qui est très important aussi, c'est que si les participants parlent de politique monétaire de manière générale, eh bien, ils peuvent aussi faire passer des messages. Et c'est ça qui est très important. Cette année était donc parfaite pour Jérôme Powell, pour faire passer un message au marché financier. N'oublions pas, le temps est venu pour un ajustement de politique monétaire. Et donc, cette baisse, il a annoncé à mots feutrés qu'une baisse devrait être annoncée à la prochaine réunion de la Fédérale Réserve qui aura lieu mi-septembre. Après, il n'a pas parlé de l'ampleur. Est-ce que c'est 25 ou 50 points de base ? Il reste des questions en suspens. Ce serait trop beau sinon. Oui, il fait du teasing aussi. On a parlé, fut un temps, du consensus de Jackson Hole. Qu'est-ce que revêtait ce consensus, Michel ? Alors, en fait, ce consensus de Jackson Hole repose sur une idée qui était qui a été développé par Bernanke, l'ancien président de la Fédérale Réserve, et par Mark Gardner. En fait, pour eux, la politique monétaire des banques centrales ne doit pas être utilisée pour garantir la stabilité financière tant qu'une crise financière n'a pas eu lieu. Au motif que la Banque centrale ne sait pas dire si les variations des cours
sont-ils, je dirais, consécutives à la baisse de la valeur fondamentale des actifs, ou est-ce une question d'inflation? Par contre, ils ont conclu en fait que cette évolution, si les prix fluctuaient fortement, à ce moment-là, la Banque centrale doit intervenir parce que s'il y a une suspicion de résurgence de l'inflation, c'est un des motifs une des missions de la Banque centrale de garantir une inflation à un niveau faible et stable. Et donc, c'est ça le consensus. D'accord. Mais ce consensus-là, il date d'avant la grande crise financière. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était jusque-là. Et puis, la crise financière de 2007, 2008, eh bien, a rebattu les cartes, puisque les banques centrales sont intervenues sur les marchés financiers pour justement garantir la stabilité des systèmes bancaires, sinon ils se seraient écroulés. Il n'y a pas de stabilité des prix sans stabilité du système financier. Exactement. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, il y a, on va dire, un consensus qui est un peu amoindri, c'est-à-dire que la politique prudentielle doit être séparée de la politique monétaire, mais que la stabilité des prix est une condition nécessaire de la politique, de la stabilité financière. Et donc, c'est ça qui est important de voir. Et on voit aujourd'hui que politique monétaire et politique et stabilité financière sont intimement liées. Et on n'a qu'à voir dans le comité européen des risques systémiques qui gouverne. Eh bien, c'est la Banque centrale européenne. Oui, bien sûr, ça fait partie des tâches de la Banque centrale, des banques centrales aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi avec nous une fois par mois pour ce décryptage économique, économiste associé de SPAC, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.